suis aussi formateur à l'évaluation du risque suicidaire, de la crise suicidaire. Alors je vais vous expliquer ça. J'ai choisi... Bernard m'a dit, oh, tu parles de ce que vous faites à Asma. Sauf que je trouvais que c'était un peu court, un peu auto-centré. Et puis je me suis dit, quand même, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'honneur de participer à l'élaboration des recommandations de l'HAS sur la prise en charge des suicidaires et du suicide chez l'adolescent. Ce serait pas mal de présenter un peu l'argumentaire, comment tout ça est pensé, hein, comment on pense la prévention, et notamment la prévention du suicide. Parce que vous allez voir, c'est pas aussi évident à appréhender que cela, quoi. Voilà, c'est quelque chose d'un peu qui n'est pas aussi... enfin, on va voir ça. Diapositive suivante. Alors, la première question, c'est dans quel contexte on est, hein, classique. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous assommer avec des chiffres, mais quand même, le suicide, c'est à peu près actuellement 400 adolescents, malheureusement, qui mettent fin à leur vie par an. Alors, malheureusement, mais vous voyez, c'est une baisse de 40%. C'est pas rien, 40%. Hein. C'est même, imaginez que donc, dans les années 2000, c'était 1 millier d'adolescents. Donc on a quand même, d'ailleurs 40%, je pense que c'est pas un bon calcul, parce que... Il y en avait 1200. Ouais, donc c'est plus que ça, c'est plus de 50%. Et puis oui, alors pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont tenu ce chiffre, on tient compte aussi des problèmes de la déclaration, enfin ça devient un peu compliqué, on s'en fout. C'est sous-estimé, vous le savez peut-être, mais en fait le suicide en France, mais pas qu'en France, c'est relativement, il reste quand même sous-estimé. Alors ça reste un sujet quand même, parce que c'est la deuxième cause de mortalité dans cette tranche d'âge. Bon, ce qui veut dire quand même qu'heureusement, les adolescents sont relativement, en principe, en bonne santé globalement, et meurent peu. Ça veut dire. Hein. Donc, parce que quand on parle de suicide et qu'on regarde où ça se passe mal, chez les adolescents, c'est pas là que ça se passe le plus mal. Hein, ça se passe mal dans la tranche des hommes de 40 à 50 ans et chez les personnes très âgées. Donc on se dit, bon, peut-être pas... Mais si, le problème des adolescents, et c'est la question de la tentative de suicide. Donc, sur la tentative de suicide, on a des problèmes de données épidémiologiques. Vous pouvez y aller, merci. Ce qu'on peut dire, c'est que les jeunes constituent la classe d'âge le plus à risque de tentative de suicide et de récidive. Il y a 2,3% des 15-25 ans en PACA qui ont déclaré avoir fait une tentative de suicide. Ce qui fait, et parmi tout ça, il y a environ 4 fois plus de filles que de garçons. Hein, ceux qui, enfin, on sait bien qu'il y a vraiment là-dessus un point. Et puis la dernière... les motifs les plus évoqués sont les motifs d'ordre sentimental ou familial. J'étais un peu étonné, je pensais quand même que le harcèlement allait sortir, mais peut-être qu'il n'a pas été suffisamment bien repéré dans cette enquête. Cette enquête, c'est l'enquête Escapade. Enfin, ce sont des données qui ont été extraites en partie de l'enquête Escapade. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, on ne sait pas bien évaluer cette dimension-là et combien il y a de TS en France. C'est un vrai problème. Parce qu'il y en a qui ne sont pas hospitalisés, parce que... donc ça s'affine, l'enquête Escapade essaie d'améliorer les choses. C'est une enquête qui est faite lors de la journée de défense et de citoyenneté. Enfin, on est quand même dans cette idée que les jeunes constituent la classe d'âge la plus à risque de récidive de tentative de suicide. Et puis la question quand même, et pourquoi on s'intéresse aux tentatives de suicide, c'est vraiment une problématique autour de la réitération suicidaire, parce que ça va influencer, et toutes les études le montrent, la trajectoire de vie et la trajectoire de la santé psychique des sujets. Parce que avoir fait une TS et en avoir refait une, et éventuellement en avoir refait, etc.,
ça a un impact extrêmement fort sur l'avenir de la santé mentale du sujet. Donc il faut à tout prix éviter que ça se reproduise. Voilà. Alors, la prévention. Pendant très longtemps, la prévention, on avait une approche chronologique très classique. Exemple, simple, l'accidentologie. Donc, prévention primaire, il faut éviter les accidents. On met des radars, on rend les choses compliquées pour avoir des accidents, on améliore la sécurité des voitures, enfin, on agit sur tout ce qui est facteur de risque. Et puis, on essaie aussi d'avoir une meilleure qualité d'intervention sur les accidents. Ça, c'est la prévention secondaire. C'est-à-dire qu'on va essayer de sauver des vies alors qu'il y a eu un accident. Et puis, la prévention tertiaire, c'est les conséquences, le handicap, éviter que ça se reproduise, permis à point, enfin, toutes ces actions-là. Donc ça marche très très bien. Enfin, d'ailleurs, pour vous donner une petite idée, quand j'étais étudiant en médecine, il y a maintenant de quelques années, il y avait un chiffre qu'on avait en tête, c'était il y a à peu près 12 000 accidents de la route, 12 000 suicides. Aujourd'hui, il y a 3 000 environ accidents de la route. Il y a un peu moins de 10 000 suicides. La pente n'est pas tout à fait la même. Mais parce que le modèle de la prévention primaire, secondaire, tertiaire, en fait, c'est sans doute pas le bon modèle. Et donc, on est passé à un autre modèle qui est inscrit dans le plan national de prévention, j'en parlerai juste après, et qui est un modèle qui se veut avoir une approche globale ou multiple. Donc d'abord, il repose sur les connaissances de diverses disciplines. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va travailler, on va essayer de réfléchir à la prévention à partir du point de vue, pas seulement des médecins ou des psychologues, mais aussi des sociologues, des anthropologues, des historiens, des philosophes. On va essayer de rassembler tous les gens qui réfléchissent d'une manière ou d'une autre à ces questions-là, et pour essayer de mieux comprendre les phénomènes et les leviers pour essayer de prévenir cette question du suicide. Et donc, on combine des modalités d'intervention différentes. Pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut vouloir dire, c'est les Canadiens qui nous ont apporté leur philosophie, avec des limites, il faut les adapter, parce que culturellement, c'est quand même pas la même chose. Enfin, le modèle intéressant, c'est un programme qui a été lancé dans les années 90, je crois, au niveau des policiers du Québec, parce qu'il y a un problème de suicidologie, on le sait, qu'il y a un problème de suicidologie dans les forces de police, et pas qu'au Québec, en France aussi. Je vous expliquerai aussi un des aspects qui explique cette question-là. Mais le programme qui a été lancé, qui s'appelle Ensemble pour la vie, c'est un programme où il y avait une campagne de sensibilisation, donc une campagne médiatique, sur la question de prévenir le risque suicidaire chez les policiers. Il y a eu une rencontre de terrain, sur le terrain, de professionnels auprès des policiers. Ils sont allés les rencontrer, discuter avec eux. Donc là, vous êtes allé trop vite. Encore. Voilà, je suis là, je suis toujours là, je vous dirai. Merci. Si je perds mes notes, je suis mort. Donc, une rencontre sur le terrain, et puis, dans un troisième temps, on a formé les cadres de la police, les commissaires, les administratifs en charge du personnel. C'est pas des psychologues, c'est pas des soignants. On les a formés à un certain nombre d'éléments de repérage. Et enfin, on a fait une quatrième chose, c'est qu'on a créé un groupe de soutien entre pairs, c'est-à-dire une ligne d'écoute entre policiers. Vous voyez que c'est vraiment, ça montre bien ce que c'est qu'une combinaison de modalités d'intervention différentes.
On peut passer à la phrase suivante, merci. Donc l'approche globale, c'est aussi engager des secteurs différents dans une coopération, hein, c'est-à-dire l'éducation, la santé, les espaces santé jeunes, mais aussi les CMP, enfin tous les acteurs de différentes places pour essayer de construire ensemble une coopération. Bon, c'est pareil, hein, ensemble on est plus fort, enfin bon voilà, c'est bien. Et puis, dernier point, l'approche globale, elle a une portée universelle, sélective ou ciblée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça c'est important, c'est-à-dire que universel, ça touche tout le monde, le grand public. Sélective, ça veut dire qu'on va s'intéresser à une population cible, chez nous c'est les adolescents. À risque, c'est pas tout à fait ça, on va s'intéresser à une population en particulier. Et cibler, c'est vraiment repérer les sujets qui sont à haut risque de récidive, notamment les sujets qui ont des éléments de l'antécédent, qui souffrent d'un trouble de santé mentale, notamment de dépression, schizophrénie, etc. Le point le plus important, sur lequel j'espère que j'arriverai à revenir, c'est la proactivité. C'est-à-dire que l'approche, elle se veut proactive et graduée en fonction des besoins. C'est assez nouveau, ça. C'est de dire, on ne peut pas attendre la demande, en fait. Bon, ça, c'est pas nouveau. Un certain nombre de gens qui ont dit, depuis un bon moment, maintenant, on ne peut pas attendre la demande. Mais on va plus loin. On dit, il faut aller vers, il faut accompagner, il faut être beaucoup plus proactif, même s'il faut faire attention. C'est pour ça que c'est gradué. Il faut faire attention parce qu'on doit aussi respecter la capacité de celui qu'on emmène, à supporter qu'on l'emmène, à supporter l'attente qu'on a auprès de lui, etc. Et c'est valable pour les adolescents, même si parfois les parents nous disent ah, qu'est-ce qu'on fait, hein, faut faire ça ou ça ou ça. Non, on va essayer de convaincre pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais c'est quand même nouveau cette notion de proactivité, et ça, je pensais que c'était important de le rappeler. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être motivé pour en bénéficier, pour bénéficier du programme.